98 à toutes les hérissonnes et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Car je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas la raison pour laquelle ils se battent dans la cité ruche de Tertium. Ni pourquoi l'inquisiteur Grendel s'acharne à prendre, perdre et à reprendre des zones clés du monde ruche, alors qu'il semblerait évident que la planète soit perdue. Je te propose une vidéo un peu différente, c'est-à-dire que je ne vais pas te parler de gameplay aujourd'hui, mais plutôt de la planète Atoma Prime, de ses ennemis et de son importance au sein de l'Imperium. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Tertium se situe sur Atoma Prime. Atoma Prime est la planète capitale du domaine de Moebion. C'est le nom porté par un système solaire d'au moins une douzaine de planètes, formant un groupe-monde habitable, gorgé de ressources minérales comme de métaux rares et précieux. L'Imperium de l'humanité les a toutes colonisées et sécurisées. Certaines d'entre elles sont des mines à ciel ouvert géantes dans lesquelles des millions de condamnés et d'ouvriers y sont déposés chaque jour pour y travailler et mourir. Je ne vais pas m'étendre sur les différentes planètes du domaine de Moebion, surtout que le Librarium en a fait une parfaite vidéo que je te laisse redécouvrir en description. Sache juste que les sols de ces planètes sont riches, tant en surface qu'en profondeur, que l'argent y coule à flot, mais qu'il est réservé à l'hyperclasse, que qui dit argent et minerais dit corruption et contrebande, alors on y croise de puissants rogue traders, parfois félons. Par le fil de la vie, et malgré la chance d'avoir une garantie impériale qui lui octroie bien des passe-droits au nom de l'Imperium, un rogue trader peut aussi devenir un contrebandier. Mais bon, version Warhammer 40k, donc c'est pas Patrick qui descend à Andorre chercher 3 kilos de tabac, non, un rogue trader félon, c'est une ou un contrebandier qui possède une flotte de vaisseaux et qui déplace des quantités titanesques de matériaux pour les revendre à un commanditaire sans passer par les voies légales. Vu les ressources naturelles du domaine de Moebion, il est évident que le marché noir s'y est parallèlement développé et qu'un grand nombre d'organisations mafieuses profitent allègrement de cet essor et de ce commerce au détriment des populations les plus pauvres. Les habitants du domaine de Moebion ont connaissance d'une menace qui guette leurs frontières. Les autorités prétendent qu'il s'agit d'une menace xénos, donc une menace extraterrestre. Ils appellent cela la marée sombre, que tu connais sous le nom de Dark Tide. Ils sont tous persuadés que cela se passe dans la bordure du système solaire, et n'ont aucune connaissance des forces du chaos ou encore de leur dieu. Et il y a une raison à cela. Un être humain qui a connaissance de l'existence du chaos peut douter, et s'il doute, le chaos, aussi appelé les forces de la ruine, aura la possibilité de le corrompre en lui proposant un autre mode de vie, un autre dieu à vénérer, ainsi que d'hypothétiques avantages surnaturels. C'est pour cette raison qu'habitants, ouvriers, employés administratifs ou condamnés seront punis de mort s'ils doutent de l'empereur Dieu. Car même les puissantes lobotomies de l'Adeptus Mechanicus, qui réduisent un être humain en serviteur, mi-homme, mi-machine, ayant une fonction définie, ayant certainement perdu son âme, ne seraient pas encore suffisantes pour s'assurer que la corruption soit effacée. Or, la Dark Tide n'a jamais été qu'une menace extérieure. La Dark Tide, c'est l'avancée du chaos, que ce soit par le consentement ou par la force. À la fois dans la lumière, comme on le voit aux abords du domaine de Moebion, et à la fois dans l'ombre, comme le vit la cité ruche de Tertium. Atoma Prime a été choisi pour y construire la cité ruche de Tertium, qui est aussi un monde d'usine. Car c'est au centre de toutes ces planètes regorgeant de métal du domaine de Moebion qu'il a été décidé de fonder une des plus grandes usines de tanks Lehman Russ Demolisher. Enfin, ce sont de nombreuses usines disséminées et construites à travers tout Tertium, pour être exact. Il n'y a pas qu'une seule usine. C'est un amalgame cyclopéen de parcs industriels ayant tous le même objectif, la construction des blindés. Ces parcs industriels ont été érigés les uns après les autres, tantôt dans une logique logistique, tantôt dans la hâte. Ces chars Lehman Russ Demolisher, on en croise un grand nombre en jeu, surtout en début de mission. Et c'est donc à travers toute la sidérurgie qu'ils sont construits à la chaîne et sans jamais discontinuer. Cette production ne peut pas être interrompue, car depuis l'incarcération du maître de l'humanité sur le trône d'or,
L'Imperium, qui s'étend sur plus d'1 million de planètes, survit. Il survit comme il le peut face à toutes les menaces extérieures et intérieures. La production de chars ne peut pas être interrompue et doit être maintenue pour que nos frontières ne s'effritent pas. Et ça, l'ennemi le sait. Paradoxalement, ni le seigneur planétaire Margrave, qui n'a Dieu que sur les rapports de production, ni l'Adeptus Administratum, qui collecte la dîme, n'ont d'intérêt dans la vie de la planète. Or, pour 99% de la population, la vie y est misérable. Alors essayons d'y voir plus clair. Tu te lèves à 5 h du matin dans une cellule d'environ 10 mètres carrés, où y dorment encore 2 à 4 personnes qui constituent ta famille. Ta couche, comme celle des autres, sera utilisée la journée par une autre famille pour y dormir pendant vos rotations à l'usine. Tu ne possèdes rien. Le minimum d'hygiène se trouve à l'usine. Tu n'as jamais rien bu d'autre que de l'eau du robinet, ou du moins quand il y en a. Chaque jour, après avoir fait 3 heures de train, tu arrives à l'usine où tu vas commencer ta rotation de 12 heures. Évidemment, des pauses sont prévues, mais pas pour t'en griller une, ni encore pour te reposer. Ce sera plutôt pour prier l'empereur Dieu et manger ta bouillie composée de champignons, de protéines et de cadavres humains recyclés. À la fin de ton temps de travail, tu pourras te doucher, prier et refaire 3 heures de train pour retrouver ta cellule sale et t'affaler dans ton lit tiède, tenu par cet autre travailleur, lui-même reparti bosser. Tu sais à peu près lire et écrire, tes connaissances en mathématiques sont désastreuses, mais tu as la chance d'être né près d'une scolaria, ce qui est loin d'être le cas de la majorité des gens que tu croises dans une cité ruche comprenant entre 20 et 200 milliards d'habitants. Le gap est important, mais à ce niveau-ci de population au mètre carré, on ne sait plus qui, on ne sait plus quoi. Même l'administration a perdu le compte depuis des siècles, et c'est normal, car elle ne s'y est jamais intéressée. Cela prendrait trop de ressources de gérer une ville de 16 km de haut, avec une bonne partie sous la terre, et dont la cime aurait dépassé la troposphère. Entre 20 et 200 milliards d'habitants, un chiffre de titan. Imagine en une journée combien naissent et combien meurent. En général, ce sont des guildes indépendantes qui gèrent des pans entiers de la vie des citoyens, parallèlement à l'administration. Le Mercator Pallidus, par exemple, récupère les corps des défunts à travers toute la cité ruche. Dans une mégapole comme celle-ci, un simple dysfonctionnement peut déclencher une catastrophe sanitaire. Bref, la vie est un enfer. Les ruelles sont contrôlées par des hypergangs, des mafias tentaculaires qui enlèvent et revendent les enfants, tandis qu'ils embrigadent et arment des adolescents pour combattre d'autres gangs. Ils vandalisent les maigres services au public, comme l'électricité, et monnaient l'accès à l'eau potable. La mort y est quotidienne, la violence insoutenable. Il n'y a qu'une chose qui te reste à faire pour tenir le coup, la prière. Alors tu pries l'empereur Dieu de veiller sur ton monde et sur tes proches. Tu pries pour ces anges de la mort répartis dans la galaxie et affrontant les pires menaces. Ces Space Marines représentent certainement le plus beau don qu'ait fait le maître de l'humanité pour assurer la pérennité de l'Empire. Tu pries pour les milliards de soldats que compose l'Astra Militarum, se battant chaque jour pour repousser les menaces Xénos. Tu pries parce que l'empereur protège, tu ne sais pas de quoi, mais il protège. Tu sais que tout ce qui existe, c'est grâce à lui. Et quand tu te dis loyal au trône, en réalité, tu n'as aucune idée de ce dont il est question. Mais que tu te mettes à douter, voilà ce dont eux, ils ont peur. Toi, le seul défenseur que tu connaisses est le 6e régiment du Moebion. Tu les croises de temps en temps quand tu prends le train, avec leur magnifique uniforme de métal sombre ainsi que leur lasgun, souvent accompagnés d'Ogryn, porteurs de caisses de marchandises. Ce sont eux qui veillent sur Tertium. Tout du moins sur les parties supérieures. Là où on trouve les riches et les nantis, là où la vie
y est plus agréable, l'air plus respirable. Tu ne leur en veux pas de cette oisiveté, et tu n'y penses même pas. Après tout, ne sont-ce pas les premiers à donner leur vie pour l'Empire? Ne portent-ils pas sur eux les stigmates de la guerre de la périphérie de ton groupe monde? Avoir une mauvaise pensée sur leurs actions, ce serait comme les trahir. Depuis quelques jours, tu aperçois que des collègues sont absents. Ces collègues-là habitent tous dans le même bloc résidentiel géant de l'extrême périphérie de Tertium, là où le sable regagne chaque jour un peu de son terrain perdu et recouvre progressivement les ruelles. En discutant avec eux quelques jours auparavant, pendant la pause bouillie de champignons, ils t'avaient fait part de leur peur des gangs, que ceux-ci se livraient une guerre sans merci, et qu'il n'était pas rare qu'un voisin meure dans son sommeil d'une balle perdue. Eau et électricité avaient été coupées, et tes collègues ne craignaient plus qu'une chose, qu'ils détruisent la gare, seul moyen de déplacement jusqu'à l'usine. D'ailleurs, leur absence s'est fait ressentir aujourd'hui dans l'équipe. Il a fallu le signaler à la hiérarchie. Évidemment, tu as hésité à le faire, car tu craignais qu'on te reproche de ne pas assez aimer l'empereur que pour travailler 2 fois plus. Mais tu as pris ton courage à 2 mains. Tu étais motivé par le fait que jamais, au grand jamais, tu souhaites que ton usine produise moins que les autres et ralentisse la livraison de Lehman Russ Demolisher. L'administration de Tertium a réagi. Elle sait parfaitement ce qui se passe avec les hypergangs, mais elle s'en fiche, tant que la production est continue. Or ici, ces querelles de gangs ont dépassé les bornes. Et il a fallu envoyer le Moebian 6. Le Moebian 6, ce sont ces héros dont tout le système solaire est fier. Envoyés sur tous les fronts, ils ont su montrer toute leur ferveur au combat. Ils ont des troupes d'assaut, des tireurs d'élite, des lance-flammes, des brigades canines, des unités de démolition, des escouades d'armes lourdes. Ils ont en réalité tout ce dont on aurait besoin si on voulait abattre un monde. Armé jusqu'aux dents, armuré de la tête aux pieds, le Moebian 6 est parti aux confins de la périphérie de Tertium pour y faire ce qu'on lui avait demandé, détruire un hypergang. Soldats d'élite, entraînés à la guérilla urbaine, le Moebian 6 signa une victoire écrasante sur leurs adversaires. Les membres du gang, dont le nombre composait plusieurs dizaines de milliers d'individus, ont eu le choix entre mourir et fuir. C'est tout du moins ce que les héros du Moebian 6 ont inscrit dans leur rapport. La réalité est un peu différente. À force d'avoir combattu le chaos, les plus anciens combattants se seraient lassés. Ils auraient commencé à douter de la vérité impériale. Ils étaient qu'un tout petit nombre, mais tel le ver dans le fruit, ils ont profité de toute occasion pour s'expandre, au sein même du 6e régiment de Moebian. Cela ne pouvait pas se faire à la vue de tous, évidemment, mais se rassembler en nombre aux confins des limites de la cité ruge de Tertium, là où l'administration n'a ni œil ni oreille, était une occasion à ne pas manquer pour convaincre leurs compagnons d'armes et commencer des cultes parmi la populace non éduquée. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Le Moebian 6 ne flânait plus dans les zones belles et propres de Tertium, comme le radiotissement ou l'Archivum Secorax. Ces soldats étaient guillerets, ils riaient, ils chantaient. Même derrière leurs casques de guerre, on sentait l'esquisse d'un sourire nouveau. Tout aussi étonnant, leurs ogrines, bons en général qu'à porter des caisses et du matériel, ont appris à s'habiller seuls, ne parlent plus de l'empereur Dieu comme d'un copain de beuverie. On les aperçoit aptes à retenir des codes de portique. Il paraît même que certains ont appris et compris le rôle d'un bouclier. D'autres encore se seraient confectionné une masse de fortune. Il n'est même plus rare de voir que certains portent des armures à présent. Et comme s'ils avaient été soignés de leur extrême claustrophobie, ils ne rechignent plus à monter dans une Valkyrie. Alors en effet, le Moebian 6 montra une toute nouvelle dynamique sur Tertium. Ils prenaient eux-mêmes des initiatives, partaient au plus profond de la cité pour débarrasser les quartiers les plus pauvres de la dictature des gangs. Utilisaient leurs prisonniers pour nettoyer les ruelles et réparer les services au public. Ils réalisaient cela seuls, sans aide de la guilde de l'eau, par exemple. Ils revenaient très souvent dans les quartiers qu'ils avaient libérés. Ils préféraient gérer seuls, à la fois l'eau,
l'électricité, la distribution de nourriture, comme la gestion des défunts. Les rumeurs sont allées très vite. Chaque quartier, aussi défavorisé soit-il, où le Mobian Six s'était déployé, renaissait de ses cendres. L'eau jaillissait à nouveau du robinet, et la maigre et unique ampoule présente par case éclairait à nouveau la pièce de toute sa force. Alors au fond de toi, travailleur de tertium, tu n'espérais qu'une chose, que le Mobian Six passe dans ton bloc résidentiel. Évidemment, tu n'osais pas le leur demander, quand tu les voyais patrouiller dans les gares de train, mais tu en rêvais, jusqu'à ce que ce rêve fût exaucé. Tu rentrais chez toi, exténué après 12 heures de labeur, et tu venais de retrouver tes proches. Soudainement, leurs valkyries fendirent le ciel, se posant çà et là dans ton bloc. Ils sortirent de leur véhicule avec un objectif, éliminer la menace des gangs. Ceux-ci ont riposté, évidemment. Le bloc s'est instantanément transformé en zone de guérilla. Le Mobian Six, avançant méticuleusement, étage par étage, mètre par mètre, ces professionnels repoussèrent les belligérants avec méthode et détermination. Blotti avec tes proches dans ta cellule, en espérant qu'aucune balle perdue ne touche qui que ce soit, tu vis ta porte d'entrée, ou disons le bout de bois rafistolé qui servait à cet effet, voler en éclats. C'était un ogrine. Il portait une armure et une masse dont la taille était aussi imposante que celle d'un homme. Il n'était pas seul. Ses compagnons d'armes s'engouffrèrent rapidement derrière lui, comme ce mitrailleur lourd dont l'impressionnant lasgun était raccordé à une batterie dorsale. Le métal du canon lui-même semblait animé d'une volonté de mort. C'est lui qui s'adressa à ta famille. Il voulut savoir si tout allait bien, si vous n'aviez pas trop peur. Il avait des mots bienveillants, des mots attentionnés. Il vous assura que le quartier allait changer. Il te posa quelques questions sur cette station radio abandonnée, cette énorme bâtisse en ruine qui surplombe ton quartier. Elle était le vestige d'un temps glorieux passé. Un temps où l'administration avait encore des moyens pour la périphérie. Toi-même, tu ne l'avais jamais connu en fonctionnement. La voix de cet homme était apaisante et douce. Elle faisait oublier les cris, les tirs et les explosions qui avaient lieu dans le voisinage. Derrière le mitrailleur du Mobian Six, tu vis d'autres membres du bataillon. Ceux-ci portaient une armure, certes, mais leurs armes étaient rudimentaires, composées de matériaux de construction ou alors de vieilles machettes élimées. Leurs visages étaient difformes, on aurait dit des grimaces, figées dans le temps. Leur peau comme leurs dents était affreusement jaunie. Ils parlaient fort, il était difficile de les comprendre. Tout ce que tu en as retenu, toi, c'est qu'ils te semblaient heureux. Et puis les pauvres, quand on y pense, quelles horribles expériences n'avaient-ils pas endurées pour protéger l'Imperium aux abords du système solaire du domaine de Moebian? Quels gaz ennemis n'avaient-ils pas respiré malgré eux pour nous protéger? Même avec toutes ces souffrances, ils étaient toujours debout, allant jusqu'à purifier Tertium par le bas, là où l'administration n'ose même plus se rendre. Tu te sentis coupable d'avoir jugé, car eux, bien plus que toi, avaient démontré leur amour pour l'Empereur Dieu. Tu respiras profondément et éloigna toutes ces pensées négatives de ta tête. Tu te sentais honteux d'avoir douté. Ton quartier fut nettoyé en moins d'une journée. Les prisonniers avaient été forcés d'évacuer les corps, on ne sait où. L'eau potable avait été rétablie. Ensuite, avec du matériel de fortune, ils avaient dû récurer à grandes eaux, rues, murs, couloirs et toits de tôle, sous la supervision du bataillon salvateur. Il y fut déversé çà et là une matière étrange. Cela te semblait organique et l'odeur était répugnante. Mais on te dit que non, que grâce à cette substance, même un désert pourrait devenir jardin. Et toi, tu leur as fait confiance. Dès la 3e journée, des ingénieurs travaillèrent dans la station. Et c'est aussi là-bas qu'ils entassèrent les prisonniers. Au 4e jour, ils nous y rassemblèrent. Le dernier étage de la station était immense. Ça et là,
Quelques ingénieurs du 6e de Moébian s'affairaient encore à chipoter des modules et à taper sur les cogitateurs. Un soldat prit alors la parole. Il portait un fusil anti-émeute en bandoulière. Son visage n'était que cicatrice. Des crânes pendaient à sa ceinture. Tu pensas qu'il devait s'agir de reliques. Mais au fond de toi, tu savais que ces crânes étaient quelconques. Qu'ils avaient appartenu à de simples membres de gang. Et qu'il n'y avait aucune raison de les exhiber. Un second groupe d'hommes en armes rejoignit la grande salle. Il s'agissait des prisonniers d'hier. Eux aussi portaient des reliques monstrueuses. Eux aussi avaient un visage atrophié. Et ils étaient habillés en haillons jaunis. Ils parlaient bruyamment, même s'ils semblaient apaisés et heureux. Lorsque le soldat du Moebian Six finit son discours, tu applaudis machinalement. Ta pensée était ailleurs. Tu te demandais ce qui était en train de se passer. Sa dernière injonction était d'écouter la musique qui allait jaillir de la station. À ce moment-là, les baffles crépitèrent et tu te mis à douter. Tu te demandas si tout cela n'était pas un piège. Si le Moebian Six c'était bien les sauveurs que tu avais tant espéré. Et si cet empereur Dieu était vraiment capable de te protéger. La musique inonda la pièce. Enfin, cette musique n'en était pas une. C'était un amalgame de sons incompréhensibles, mélangé à une sorte d'incantation d'un temps oublié. Tu jetas un regard autour de toi, et la plupart des habitants tremblaient. En réalité, toi aussi. Ce tremblement devint plus persistant. Un grand nombre tombèrent à la renverse, dans des convulsions étranges. Toi, ça commença par ton bras. Tu les sentis s'immiscer sous ta peau. Tu voulus prier l'empereur, mais tu ne savais plus quoi lui dire, ni prononcer des mots. La douleur était intense. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un... Non, c'est comme si 1000 entités prenaient le contrôle de ton corps sans que tu puisses ni les voir, ni les toucher. Or, tu vivais leur présence, des micro-organismes, des micro-démons. Tu vomis toutes tes tripes, à moins que tu les chiasses, impossible de savoir, ton corps ne t'appartenait déjà plus. Dans l'auditoire, tout le monde ne se transforma pas, une minorité résista involontairement. Ta tête se tourna vers ta moitié, cette personne que tu aimais tant était restée inchangée, ses yeux écarquillés, hurlant de toutes ses forces devant une telle horreur, elle te regardait. Ton corps eut une réaction que tu ne pouvais aucunement contrôler. Tes mains, déformées, où se mélangeaient os, peau pourrie et ongles tordus, l'éviscérèrent sans raison. Guidé par ces micro-vivants qui coulent à présent dans tes veines, paniqué, écœuré, tu voulus faire marche arrière, ne pas assister à la suite. Cela ne pouvait être que cauchemar. Mais la douleur intense de ton corps te rappela à chaque seconde que tout ceci était bien réel. À ce moment, une voix rassurante se fit entendre. Une voix chaude et confortable. Elle te promit la paix. Elle te promit l'amour. Elle te promit de te comprendre. Et elle te promit de comprendre. Elle te promit de ne pas t'abandonner comme l'avait fait l'autre. Qui déjà ? L'autre. Elle te promit cette attention que tu n'avais jamais reçue. Elle te promit de ne plus souffrir. Et toi, toujours à califourchon sur ta moitié, tes mains qui continuaient à extirper tripe après tripe de son corps, alors que la vie ne l'avait pas encore quitté, ses cris, coupés par des geysers de sang et rythmés par un hoquet de panique, tu répondis à la voix. Car tu voulais que ça cesse. Tu acceptas son marché, tu acceptas de l'embrasser. En observant le cadavre mutilé sur lequel tes mains s'acharnaient encore, tu esquissas un sourire. Cette personne dont tu ne trouvais plus d'importance à te souvenir du nom était morte. Et c'était un bonheur, car ce qui est mort revit, et ce qui vit meurt.
Ainsi est le cycle naturel des choses. Et c'est pour cette éternelle renaissance que tu traîneras ce corps sans vie, ce corps sans nom, dans le jardin le plus proche. Le grand-père veut ton bonheur et toi, tu veux le rendre heureux. Alors tu rapporteras tout ce qui vit ou tout ce qui pourrit au sein de son jardin. Depuis combien de temps es-tu heureux? Tu ne le sais pas. Tu suis tes nouveaux amis, tous heureux, tous unis. Tu déambules dans Tertium, tu ne souhaites qu'une chose, que tout s'embellisse et que le jardin s'agrandisse. Parfois, un soldat du Moebian Six te montre une direction. Toi, tu les trouves gentils, alors tu y vas. Et quelle bonne idée, n'est-ce pas? Après tout, tu les aimes comme s'ils étaient toi. Et c'est grâce à eux que tu les as vus. Au plus profond des strates de Tertium, tu as aperçu ce qui te faisait le plus rêver. Si magnifique, si grand, tu as vu des Space Marines. Ou plutôt, les Plague Marines. Ils ne se ressemblaient pas entre eux. Ils avaient des cornes, parfois des cheminées, parfois des tentacules. Et sur leur armure verte de toute beauté, ils arboraient le chiffre 14. Ils travaillaient sans relâche, sur des mutants comme sur des mastifs. Toi, tu les trouvais si beaux, ému encore de savoir que eux et toi, vous priez le même Dieu, le même grand-père. Tout ce que tu vivais à présent était un émerveillement. Car sans tout cela, tu n'y serais jamais allé. Tu ne serais jamais allé là, là-bas, à l'Enclavum Barros, là où vont les riches et les nantis, les victorieux du mensonge. Un banc public, tu ne savais même pas que ça pouvait exister. Et cette vue sur la cité ruche, tu n'aurais même pas pu la rêver. Et toutes ces chapelles, quelle ridicule. Toi qui connais aujourd'hui la vérité, tu t'en moques et tu les souilles. Chapelles et statues, tout érigées au nom du menteur de l'humanité. Elles doivent crouler, le jardin doit s'y étendre. Tu aimes tant de nouvelles choses à présent. Tu es béni par son amour et tu essayes de le faire comprendre aux autres. Quand tu cries ou quand tu griffes, hommes et femmes se tordent dans des cris inhumains et renaissent heureux car ils ont compris la vérité du grand-père et l'importance de répandre cette mélasse organique immonde où cadavres et pourritures sont joints. D'autres non, alors tu les démembres simplement et les rassembles dans le jardin. Le prochain, ce sera celui-là, avec ses chaînes et ses haillons qui s'avancent vers toi, le souffle court, le visage rougi, brandissant sa pelle et en hurlant des psaumes. Toi, tu le regardes, tu t'avances vers lui et tu souris.